Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du think tank Europa Nova, où l'on décrypte les métiers européens de tout genre, les plus obscurs, ceux dont les noms résonnent dans les halls du Parlement sans qu'on en sache réellement ce qu'ils y font, à ceux qui se trouvent parfois à des milliers de kilomètres du quartier européen de Bruxelles, mais qui analysent chaque prise de parole de la Commission. Bonjour Corentin. Bonjour Antoine. Pour ce premier épisode, nous nous intéressons au métier de conseiller politique, un terme que l'on entend souvent dans les médias sans vraiment en connaître les contours. Comment devient-on conseiller politique au Parlement européen ? En quoi cela consiste et quels impacts ont-ils sur les décisions prises ? Nous en discutons aujourd'hui dans ce premier épisode avec Édouard Godot. Bonjour Édouard. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes le premier invité de ce podcast où nous allons parler de votre ancien métier, celui de conseiller politique, que vous avez effectué pendant plusieurs années au Parlement européen au sein du groupe des Verts. On le rappelle très rapidement, le Parlement européen il est composé de groupes politiques pan-européens qui rassemblent des députés de différents pays, mais avec tous la même sensibilité politique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous revenir pour nous, Édouard, en quelques mots sur votre parcours avant d'entrer au sein des affaires européennes ? Oui, alors c'est le tout début parce que les affaires européennes, ça occupe les 3/4 de ma vie active pour le moment, en tout cas de ma vie professionnelle. Alors avant d'arriver dans les affaires européennes, j'étais professeur d'histoire-géographie et j'ai commencé ma carrière à l'autre bout du monde puisque j'étais le prof d'histoire-géographie du lycée français de Sydney. En Australie et quand je suis rentré en France ensuite, j'étais en banlieue grenobloise à Saint-Martin-d'Air. Voilà, j'ai quitté l'éducation nationale, pas tout à fait pour les affaires européennes, pas immédiatement en tout cas, mais à terme pour les affaires européennes après quelques années. Voilà. Et vous avez débuté au sein des institutions au Parlement européen dès 2007 en tant que conseiller du Polonais Bronisław Geremek. Un député européen libéral et surtout un ancien ministre polonais des Affaires étrangères. Alors, comment vous êtes arrivé au Parlement européen de cette manière ? Alors, d'abord, c'est Geremek, parce qu'il est polonais et pas français. Ensuite, j'ai pas démarré comme ça avec Bronisław Geremek. J'ai démarré dans les affaires européennes avant d'être conseiller politique. J'ai démarré comme... on va appeler ça coordinateur de programme au Collège d'Europe à Varsovie. Et j'ai été embauché en fait par le professeur Geremek. Alors c'était assez émouvant et en même temps un peu impressionnant puisque moi je ne le connaissais que comme historien. J'avais pas bien mesuré qui était Bronisław Geremek parce qu'avant d'être ministre des Affaires étrangères de la Pologne entre 97 et 2001, il a surtout été une des très grandes figures de Solidarność, c'est-à-dire le mouvement à la fois de liberté civile et politique, le grand syndicat qui a derrière la grande moustache de Lech Wałęsa, Lech Wałęsa en polonais, a été l'un des instruments de la fissure du bloc de l'Est et de la fin du régime soviétique en Pologne évidemment et au-delà. Donc le professeur Bronisław Geremek m'a embauché avec tout ce qui se passe d'habitude, avec le CV, l'entretien, tout ce qui est de plus classique pour être son coordinateur de programme de la chaire de civilisation européenne au Collège d'Europe à Varsovie, Anatoline. Et c'est donc à son contact que j'ai moi découvert les affaires européennes. Parce qu'avant, moi j'étais plutôt centré Asie-Pacifique, intégration régionale entre la Chine, l'ASEAN, le Japon et l'Australie bien sûr. Donc voilà, ça c'était ma grande initiation aux affaires européennes. Et il se trouve qu'après plusieurs années à son service, il est devenu entre-temps député européen. J'ai trouvé que c'était sympathique de pouvoir évoluer avec lui et je l'ai rejoint à son bureau du Parlement européen en 2007 effectivement, où là j'ai été un de ses conseillers politiques, principalement sa plume. En tout cas, sa plume non polonaise, puisque j'ai fait l'intégralité quasiment de ses interventions préparées, bien sûr, pas les interventions spontanées, mais les interventions en colloque et en think tank, en français et en anglais. Voilà. C'était le gros de mes tâches, mais je faisais aussi un travail de suivi des commissions parlementaires, en particulier des deux dans lesquelles il était titulaire et il siégeait, qui étaient la commission des affaires constitutionnelles et la commission des affaires étrangères.
D'accord. Et justement, on avait une question à propos de votre métier d'assistant au Parlement européen. Est-ce que c'est habituel au Parlement pour un député d'avoir un conseiller, un assistant qui n'est pas de sa nationalité? C'est vrai qu'on a quand on voit les députés européens aujourd'hui, ils ont souvent effectivement des assistants qui viennent de leur propre pays. Est-ce que c'est courant d'avoir l'inverse? Alors c'est beaucoup plus courant qu'on pourrait le penser, mais c'est pas systématique évidemment. Ça dépend de beaucoup de choses. Premièrement, ça dépend de la sensibilité, ça dépend de la nationalité. Hein, voilà, il y a des nationalités qui sont qui ont plus tendance à avoir des assistants de leur domaine national, simplement parce qu'il y a beaucoup de nationalités qui envoient des députés européens dont le principal objectif est de revenir en politique nationale. Donc ils en ont pas trop grand chose à faire des affaires européennes. Mais cette petite nuance mise à part, ça dépend beaucoup en fait du travail du député et de la façon dont il se positionne. Par exemple, Andrew Duff, qui n'est plus député, parce qu'il est britannique et puis il n'a pas été reconduit en 2019, Andrew Duff était employé parce qu'il était très très investi dans le mouvement européen, avait souvent un bureau très multinational. C'est un exemple, mais vous pouvez avoir d'autres exemples. Par exemple, aujourd'hui, Gwendoline Delbos-Corfield, qui est députée verte, elle a, parce qu'elle s'occupe du Brexit, aussi une assistante anglaise. On a parfois, par exemple, Hélène Flautre, qui travaillait à l'époque, il y a longtemps, beaucoup avec la délégation Turquie, dont elle était la présidente, avait une assistante turcophone. Donc en fait, ce qu'on va privilégier, c'est pas nécessairement la nationalité, mais les compétences, c'est-à-dire évidemment la langue, les réseaux éventuellement, si on a besoin d'avoir des contacts particuliers avec des acteurs de la vie politique du pays ou de la zone avec laquelle on est en contact, par exemple les ONG ou bien encore les entrées dans les différents cabinets. Ça dépend évidemment de la sensibilité. Ça dépend aussi du parcours personnel. Cette députée française élue en Roumanie, donc franco et roumaine, qui est repartie pour être maire de Bucarest, elle avait un assistant français par exemple aussi. Donc voilà quelques exemples. Tout dépend. Donc il n'y a pas de règles ni tacites ni explicites bien sûr, mais il y a énormément de sensibilités qui dépendent des différents députés et du travail et la façon dont ils voient leur mission. Donc comme vous le dites, il n'y a pas de règles tacites, mais en parlant, voilà, vous parliez là d'assistant parlementaire et on va s'intéresser maintenant au sujet principal de ce podcast qui est le sujet du conseiller politique au Parlement européen que vous avez été. Donc il n'y a pas de règles tacites, mais comment vous êtes arrivé à cette fonction-là? Je suis arrivé en fait, je suis arrivé à chaque fois dans les bagages de quelqu'un. Il faut bien savoir qu'il y a 3 façons d'arriver dans un bureau. La première, elle est à la fois la plus évidente et la moins courante. Il y a un poste qui se libère, le député ou la députée le publie, quel que soit l'endroit où il le publie. Il y a des gens qui répondent et un entretien, ils sont embauchés. Ça, c'est généralement quand le ou la députée cherche une expertise particulière ou un profil particulier. Et ça, c'est par exemple, on va travailler par exemple sur le Digital Single Act qui vient d'arriver. On a besoin dans le bureau, parce qu'on est en commission IMCO, on a besoin d'un ou d'une spécialiste des questions de numérique. Voilà. Donc ça, on va chercher de l'expertise. Ça, c'est une première chose. C'est la plus évidente et c'est pas la plus courante. Les 2 autres plus courantes sont, eh bien en fait, la première, c'est celle du militantisme politique. Et la deuxième, c'est celle, en fait, de l'évolution de parcours. En fait, on se connaît et on a besoin d'eux. Moi, je suis arrivé par ces 2-là. Avec le professeur Geremek, je suis arrivé dans son bureau de Bruxelles, directement de Varsovie. Nous avions travaillé ensemble pendant 3 ans. Il me faisait confiance sur pas mal de sujets, et en particulier sur celui de l'analyse politique et de l'Europe. Et il m'a donc proposé de renforcer son bureau lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il y a eu une réorganisation de son travail à Bruxelles. C'est ce que j'ai fait avec grand plaisir. Mais là, j'étais conseiller politique dans un bureau de député. Avec mon arrivée au groupe des Verts en 2010, c'est une autre voie que j'ai empruntée, c'est celle, on va dire, de la récompense de campagne, de la récompense du militantisme politique, puisque je suis arrivé dans les bagages de Danny Cohn-Bendit, mon deuxième grand mentor en matière d'affaires européennes. Donc moi, j'ai appris l'Europe non pas à l'université ou même dans les livres, je l'ai appris sur le terrain avec 2 grands Européens qui étaient Geremek et Cohn-Bendit. Bon,
Ça fait un diplôme un peu particulier. Voilà, mais je suis arrivé donc en 2010, après avoir fait campagne pour Europe Écologie avec Danny Cohn-Bendit, que j'avais rencontré par un ami commun. Le courant est très bien passé et il m'a fait embaucher par la campagne Europe Écologie comme conseiller de campagne à partir de 2009. Et j'ai travaillé pendant 4 mois avec lui, avec Eva Joly, avec José Bové, avec Yannick Jadot, avec tous les candidats, puisqu'à l'époque on était en Eurorégion, avec tous les candidats premiers ou suivants de liste, pour faire le succès d'Europe Écologie 2009. Et l'une des façons dont j'ai bénéficié en fait de notre succès, c'est que en 2010, après la campagne régionale, cette fois-ci que j'avais insisté pour rester à faire en France, j'ai été embauché au groupe des Verts au Parlement européen comme conseiller politique en charge de la stratégie et du développement. On va revenir sur les tâches, j'imagine, mais c'est l'autre façon d'arriver. Là, j'ai eu 2 statuts. D'abord, j'ai été embauché comme contractuel et à terme, j'ai été aussi embauché ensuite comme agent temporaire du Parlement européen, ce qui est un autre statut beaucoup plus pérenne et beaucoup plus intéressant en termes d'évolution. Alors, on reviendra évidemment sur les statuts un peu plus tard, mais du coup, question bien sûr un peu convenue, mais quelles étaient vos tâches principales en tant que conseiller politique? Est-ce qu'il y a une journée type du conseiller politique? En quoi ça consiste? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il y a des journées types, tout dépend des conseillers politiques qui sont. Moi, j'avais cette particularité de ne pas être attaché à une commission en particulier. Vous avez grosso modo les conseillers politiques des groupes. S'ils sont pas en charge de faire de l'organisation ou de l'animation d'équipe, ce sont généralement des conseillers qui sont attachés au suivi d'une commission ou plusieurs, ça dépend de la taille du groupe et ça dépend des sujets. Par exemple, vous avez au groupe des Verts 3 conseillers qui suivent la commission Agri et donc les différents aspects, les différents dossiers de la politique agricole. Et puis voilà, vous avez la commission ITRE, la commission IMCO, etc., etc. Moi, j'ai fait ça uniquement sur la toute fin de ma carrière chez les Verts, lorsque j'étais en train de suivre la commission spéciale sur le terrorisme, qui a duré donc entre 2018 et 2019. Mais le gros du travail que j'ai fait pendant les presque 10 ans que j'ai passé chez les Verts, c'était un travail en fait triple. La première chose dont j'étais chargé, alors ça s'appelait cellule stratégique. Le mot un peu prétentieux, c'était que on avait besoin d'une personne qui pense un peu le moyen terme et l'articulation et la stratégie et qui contribue de cette façon-là à nourrir à la fois le leadership du groupe, c'est-à-dire ses 2 coprésidents, mais aussi son bureau et puis les députés que ça intéressait. Donc moi je m'occupais de 3 choses principales. Le premier axe de mon travail, c'était l'animation intellectuelle et politique du groupe. Donc en gros, si vous voulez, un député qui travaille sur les droits de l'homme, il connaît les ONG des droits de l'homme et il connaît les activistes des droits de l'homme. Un député qui travaille sur la politique agricole commune, il connaît les syndicats, il connaît la Confédération paysanne, la Via Campesina, ce genre de choses. Pour faire appel, par exemple, à la réflexion sur le futur de l'Europe, pour faire appel à la réflexion sur les questions mémorielles ou sur les questions transversales politiques, je sais pas, par exemple, l'islam en Europe ou ce genre de choses, on n'a pas nécessairement cette expertise-là dans les bureaux et on n'a pas nécessairement dans les conseillers. On a quelques-uns qui peuvent l'avoir, mais c'est pas obligatoire. Moi, mon premier travail, c'était de faire cette animation intellectuelle. Ma toute première note, par exemple, pour le bureau du groupe des Verts au Parlement européen, c'était une note sur la burqa et ce qu'il fallait légiférer au niveau européen sur la burqa en 2010. Vous voyez, comme quoi les sujets sont très, très, très pérennes eux aussi. Et donc ça, c'était mon premier travail. Donc moi, j'étais celui qui avait le numéro de téléphone ou l'adresse email pour organiser un débat avec Habermas, avec Balibar, avec les intellectuels, avec voilà tout ce réseau-là. Donc ça, c'était un premier travail d'animation intellectuelle, d'écrire des notes, de lire des choses, de lire pour eux aussi, de nourrir leur réflexion.
La deuxième chose pour laquelle on m'avait embauché, c'était ma connaissance toute particulière des réseaux et des sociétés d'Europe centrale. Parce qu'il se trouve que ce sont des sociétés dans lesquelles les écologistes sont faibles, à la fois alors historiquement, mais aussi surtout sociologiquement et politiquement. Et donc moi, mon travail, c'était de faire ce qu'on appelle dans le développement le capacity building, c'est-à-dire d'aider au maximum à l'émergence, la consolidation et la mise en coordination et la mise en œuvre des mouvements qui se réclament de l'écologie. Alors pas uniquement les partis verts, parce qu'il y en a souvent, mais c'est pas nécessairement les acteurs les plus importants de la région. Ça peut être parfois aussi des activistes, des associations, des ONG, et puis surtout faire à la fois m'assurer que les préoccupations de l'Europe centrale étaient bien représentées dans un groupe politique comme le groupe des Verts qui n'avait pas du tout de députés qui venaient de cette région-là, et que de l'autre côté, l'action du groupe des Verts, qui était, donc je le répète, un groupe très nord-ouest, soit aussi à un moment ou à un autre disséminé dans ces régions-là. Donc voilà, il y avait tout un travail de va-et-vient. Et puis le troisième axe de mon travail, c'était celui de l'articulation, cette fois-ci interne et externe de nos positionnements stratégiques. J'ai animé pendant 2 ans 2 heures de réunion de groupe mensuelle à peu près sur les questions stratégiques, où par exemple j'essayais de faire en sorte qu'on ait une position commune sur la contrefaçon, parce que c'était pas uniquement dans une commission mais dans plusieurs autres commissions, ou bien sur la possibilité de développer Digital Bill of Rights, ou bien encore de réfléchir en commun sur les questions de propriété intellectuelle. Alors ensuite, on a eu des conseillers qui étaient plus spécifiquement embauchés pour leur expertise là-dessus. Mais au moment où moi j'ai commencé cette réflexion-là, c'était pas encore le cas. Donc voilà, il y a ce genre de débats stratégiques et qui sont des débats extrêmement importants. Qui nous positionne comme force politique à l'intérieur du Parlement européen, mais aussi comme famille politique à l'extérieur. Et moi, une partie de mon travail, c'était à la fois de m'assurer qu'il y avait une cohérence à l'intérieur, avec évidemment les députés concernés, avec le staff du groupe, avec la hiérarchie, je faisais pas ça tout seul évidemment, et puis aussi avec l'extérieur, et donc cette fois-ci avec les partis politiques concernés, mais aussi avec le service communication et le service presse de mon groupe. Voilà, c'était les 3 principaux axes de mon travail. Et puis, je faisais des tas de petites choses aussi, plus ou moins nécessaires selon les urgences. Par exemple, je sais pas moi, organiser la visite d'une nouvelle force politique qui venait d'apparaître en Pologne lorsqu'ils sont passés à Bruxelles, et bien m'assurer en fait qu'ils rencontrent mes députés verts pour que le courant passe. Voilà un exemple. D'accord, mais donc là, vous parlez beaucoup de spécialités ou de sujets que vous coordonnez ou non. Mais est-ce que d'un côté, vous ou un autre conseiller politique, vous aidiez les nouveaux peut-être députés européens en encadrant leurs actions pour expliquer un petit peu comment le processus législatif du Parlement européen fonctionne? Est-ce que, si vous me permettez l'analogie, vous écoutiez en fait le gâteau que voulait le député et vous le conseillez en fait sur la recette à appliquer afin d'arriver au résultat qu'il souhaitait? Très peu. D'abord parce que pour ce genre de choses, les députés ont leur délégation nationale, ils ont leurs assistants immédiats, qui eux sont à la fois directement, donc c'est leur boulot, donc sont directement concernés par ce genre de choses, et ensuite parce que les délégations nationales s'arrangent toujours pour avoir un peu de transmission de mémoire institutionnelle. Et puis aussi parce que c'est le travail, là pour le coup, du secrétariat général du groupe, que ce soit chez les Verts ou PPE ou chez les socialistes ou ailleurs. Il y a aussi une structure qui, elle, fait de la politique, mais fait de la politique aussi au sens le plus organisationnel du terme, c'est-à-dire qu'elle s'arrange pour que les députés soient pas complètement paumés lorsqu'ils arrivent, surtout lorsqu'ils sont nouveaux. C'est avec le secrétariat général que se négocie, par exemple, la répartition des députés à l'intérieur des commissions du Parlement européen. C'est avec le secrétariat général
que se négocie, cette fois-ci avec les autres groupes, la taille des commissions, la taille des représentations, qui se fait aussi d'abord à la règle d'Hondt, mais lorsqu'on veut, par exemple, avoir un poste de plus, par exemple en commission ITRE, on va peut-être abandonner un poste en commission jury ou en commission PETI, qui sont beaucoup moins bien prisés dans la cursus honorum de certaines familles politiques. Voilà quelques exemples. Ça, c'était pas le cœur de mon sujet. Mais parfois, j'avais des députés qui venaient me voir en me disant, surtout ceux qui me connaissaient, les députés français ou les députés qui me connaissaient d'une autre façon, qui venaient me voir. Et là, c'était plus un travail informel. C'était pas des choses que je faisais, on va dire, de façon systématique. C'était plus l'occasion qui se faisait. Alors, vous l'avez dit, vous êtes arrivé au métier de conseiller politique par la voie du militantisme. Est-ce que d'autres conseillers politiques peuvent y arriver par d'autres voies et évoluer au sein de leur carrière, au sein de différents groupes politiques où on reste quand même, ça reste très marqué tout de même au niveau, c'est un métier qui reste très politique malgré tout. Le militantisme, il faut pas s'en faire non plus une montagne. Je suis pas arrivé parce que j'avais ma carte. Je suis arrivé parce que j'avais prouvé pendant la campagne à quoi je pouvais être utile. C'est surtout ça qui s'est passé. Il y en a d'autres qui sont embauchés parce que ils vont assurer l'interface avec le parti. Donc, c'est très important. Je veux dire, la plupart des députés sont élus sur des listes qui sont constituées et présentées par des partis politiques. Voilà, donc sachant que c'est le parti politique qui va reconstituer la liste ensuite 5 ans plus tard, c'est bien de garder un lien. Donc ça ce seront des conseillers politiques, mais des conseillers politiques, on va dire internes quasiment. Ensuite, il y a beaucoup de conseillers politiques, surtout dans les groupes, qui sont recrutés d'abord pour leur expertise. Et avant tout pour leur expertise. Évidemment, on va vérifier au moment de leur expertise que si par exemple on est de gauche et que c'est pour la commission des libertés publiques, qui sont plutôt libéraux sur les questions de société. On va pas embaucher quelqu'un de la Manif pour tous à la Goué ou chez les Verts, c'est à peu près normal. Mais en revanche, évidemment, au PPE, on va plutôt s'arranger que les valeurs que professent nos experts sont aussi en ligne avec celles du PPE et de la démocratie chrétienne. Donc tout cela est assez classique. Là, on n'est plus dans le militantisme, on est plus dans l'affinité politique. Et donc, l'expertise l'emporte, mais évidemment, cette expertise, elle est légèrement orientée, c'est tout à fait normal. Et donc en parlant d'expertise et peut-être d'affinement politique, est-ce qu'il y a chez les conseillers politiques en général un vrai intérêt pour l'Europe et disons pas forcément un alignement politique de gauche ou droite, mais une certaine vision de l'Europe, une certaine opinion en faveur de l'Europe? Alors en faveur, non, pas nécessairement. D'abord parce qu'il y a des groupes eurosceptiques, voire des groupes quasiment fascisants. Donc on n'est pas du tout, faut pas se faire une illusion. En revanche, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Moi, je crois beaucoup au phénomène sociologique qu'on appelle l'acculturation. Et c'est-à-dire le fait que quand on rentre dans un milieu, en fait, on change au contact de ce milieu. Je l'ai observé et je le confirme. Il y a un phénomène d'acculturation européen. Et ça, au Parlement européen, en tout cas, il est très très fort. Ça ne veut pas dire qu'on change, que quand on rentre, je sais pas, d'extrême droite, on sort complètement européiste. C'est pas vrai. Mais en revanche, même quand on est d'extrême droite et même quand on est de la France insoumise, et a fortiori lorsqu'on est écologiste ou libéral, eh bien la perspective européenne dans laquelle on est obligé de travailler change la façon dont on approche les choses. Et donc, même si on va rester d'extrême droite, on aura une approche plus européenne de l'extrême droite. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, ça marche au niveau des députés comme au niveau des assistants, en 2007-2008, lorsque le premier groupe d'extrême droite est apparu, Identité, Tradition et Souveraineté, avec Le Pen, Gollnisch et leurs amis Mussolini et autres, je plaisante pas, le groupe a fait 7 mois. Il a duré 7 mois parce qu'au bout de 7 mois, les Italiens avaient insulté les Roumains, qui avaient insulté les Français, qui avaient insulté les Italiens, enfin bref, c'était n'importe quoi. Eh bien, lorsque Marine Le Pen a monté son groupe, elle, cette fois-ci, avec le PVV, et puis le FPE autrichien, et puis la Lega, là, cette fois-ci, ils étaient sur une démarche européenne. Et ça a fonctionné.
Et le groupe existe toujours. Et aujourd'hui, il est l'un des principaux groupes du Parlement européen, aux grandes dames d'ailleurs de ses adversaires. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait plus de pro-européens ou de moins européens, d'abord parce qu'il faudrait sonder les cœurs, et ça, c'est pas possible, mais je crois beaucoup à l'européanisation du regard et à l'européanisation des perspectives et de la pratique politique que l'on peut voir aussi bien chez les conseillers que même chez les députés. Alors, vous l'avez dit, il peut y avoir, au sein d'un même groupe, il peut y avoir différents courants, différentes visions, y compris chez les écologistes. Est-ce que aussi un de vos rôles était justement d'essayer de faire tendre le groupe vers une certaine union au sein de différentes positions? Est-ce que vous avez ce rôle-là aussi un petit peu d'essayer d'unifier un petit peu tous ces différents courants qui peuvent être nationaux, idéologiques au sein d'un même groupe? Bon, alors ça s'appelle la cohésion. La cohésion politique du groupe. La cohésion politique du groupe, elle se mesure en fait au vote. Parce qu'un groupe peut être extrêmement divisé dans ses débats, avec des clivages qu'il traverse, mais le moment de vérité, c'est son vote. Est-ce qu'il vote la même chose ou pas? Et ça, si vous regardez les chiffres de VoteWatch, qui est le plus intéressant et le plus efficace des sites pour ce genre de choses, vous verrez que le groupe des Verts est le groupe le plus cohérent de toutes les législatures, avec parfois quelques sujets qui restent très difficiles à surmonter et qui sont des sujets en fait bien antérieurs à ça et qui souvent n'ont rien à voir en fait avec le fond de ce qui fait la politique des écologistes, c'est-à-dire grosso modo l'environnement, les libertés, la démocratie, mais en fait des positionnements nationaux. Par exemple, la question de l'indépendance catalane. Par exemple, la question de l'intégration fédérale. Là, on aura les Suédois qui seront un petit peu moins pro-européens que le reste. Ou par exemple, encore une fois, les questions technologiques qui parfois retrouvent une espèce de clivage entre écolos fondamentalistes et écolos, on va dire, plus libéraux. Mais tout cela, c'est au vote que ça se joue. Et là, vous verrez que le groupe des Verts, devant le groupe de la droite, devant le groupe des socialistes, en tout cas dans mon souvenir, sont les groupes les plus cohérents. Mon rôle était très très limité là-dedans parce que cette cohésion, elle se fait d'abord dans les commissions. C'est le rôle des conseillers politiques, des commissions, en fait, de s'assurer qu'il y a bien une cohérence de la position des députés qui siègent dans cette commission et que la cohérence ensuite des députés qui siègent dans cette commission n'est pas entamée par d'autres députés dans le groupe. Moi, j'ai pu intervenir sur des sujets qui ne concernaient pas simplement une seule commission, mais plusieurs commissions, et où je coopérais avec mes camarades des commissions parlementaires pour nous assurer collectivement que le travail était non seulement collectif, mais qu'il était convergent. Voilà, alors ça, c'est évidemment, je parle pour les Verts. Évidemment, c'était plus facile parce que les Verts sont, je les répète, assez cohérents, mais il y a des sujets sur lesquels c'était plus compliqué. Et puis, il y a des groupes dans lesquels c'est carrément pas impossible bien sûr, mais c'est carrément systématique. Un sujet sur 2, un sujet sur 3 déclenche suffisamment de clivage. Par exemple, le groupe maintenant défunt dans lequel siégeaient à la fois les députés de Nigel Farage et les députés de Beppe Grillo, c'est-à-dire le UKIP et les Cinque Stelle, étaient totalement incapables, sauf s'il s'agissait d'un truc anti-euro, étaient totalement incapables de parvenir à une position commune, et il avait donc une des cohésions les plus faibles du Parlement européen. Et c'est normal, c'était un groupe en fait qui n'avait pas d'existence politique réelle. Le groupe de la droite démocrate chrétienne, le groupe de la gauche social-démocrate, le groupe des écologistes européens et le groupe même des libéraux, parce que même s'il y a des tendances là pour le coup plus marquées, sont des groupes qui sont naturellement beaucoup plus portés à la cohésion. Et en plus, il y a une discipline de groupe. Ça, alors là, pour le coup, je vous donne un exemple. Moi, je l'ai pas observé personnellement chez les Verts, mais je l'ai observé chez mes camarades. Au PPE, il y a une vraie discipline de groupe, et les conseillers politiques, il y a des conseillers politiques qui sont en charge de ça, qui sont en charge de faire ce qu'on appelle dans la Chambre des communes en Grande-Bretagne les whips, c'est-à-dire les fouets, c'est-à-dire en fait, avec le député, ils sont en charge de s'assurer qu'il n'y a pas une voix qui manque. Voilà. Chez les Verts, c'est plus libéral. Hein. On est quand même, on laisse les gens beaucoup plus libres de leur choix, même si évidemment on n'encourage pas la dissidence. D'accord.
Donc vous parlez là surtout de mission, mais au début du podcast, vous mentionniez aussi la question contractuelle. Alors quel est le statut d'un conseiller politique européen? Est-ce qu'il est fonctionnaire européen? Est-ce qu'il est contractuel? Est-ce qu'il est rémunéré par le parti, par le Parlement? Est-ce que c'est dans l'enveloppe parlementaire que le Parlement offre aux députés? Comment ça marche? Alors là, je vais parler des groupes uniquement, parce que les statuts d'assistants, tout cela est régulé et autres. Et là, il y en a pas 36. Et il y en a qu'un seul. Et c'est à moins d'être un contractant extérieur, on est soit assistant accrédité local, soit assistant accrédité à Bruxelles. Pour les groupes, là, pour le coup, c'est un petit peu plus plastique. Pourquoi? Parce que les groupes vont et viennent. Alors, ils existent toujours, mais ils n'ont pas toujours la même taille. Donc, il y a des gens qui sont là tout le temps. Hein. Moi, quand j'ai été embauché là-bas, j'avais des collègues qui étaient sur le trombinoscope de 1989. Voilà. Bon, toute une génération qui était là depuis plus de 20 ans quand je suis arrivé. Mais on a aussi parfois des besoins spécifiques. On a besoin d'un renfort d'expertise sur la propriété intellectuelle ou sur le numérique ou sur l'agriculture, j'en sais rien, ou sur la communication. Et là, dans ces cas-là, toute la procédure d'embauche d'un administrateur, c'est-à-dire d'un conseiller qui aura le statut d'agent temporaire du Parlement européen, est très longue et elle n'est pas suffisamment plastique. Donc, on a des contractuels. Et ces contractuels, ils peuvent être embauchés directement sur l'enveloppe du groupe, sur son budget, c'est-à-dire que le groupe décide que sur les sous qu'il a, au lieu, il subventionnera moins de missions, mais il va mettre un peu d'argent sur le renforcement de l'expertise sur tel sujet ou sur tel autre. Voilà. Mais on peut choisir aussi d'avoir, là pour le coup, ça c'est des députés qui mettent en commun leurs ressources pour s'assurer qu'ils ont une expertise supplémentaire ou une coordination supplémentaire. Pour vous donner en gros les 3 statuts qui sont à l'intérieur des groupes, vous avez des fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui soit ont passé les concours et ont été mis et sont passés de l'administration, ont été mis au service par l'administration du Parlement européen du groupe politique, soit des gens qui sont restés au service soit contractuel, soit agent temporaire pendant plus de 10 ans, et au bout de ces 10 ans, ils ont passé ce qu'on appelle une passerelle. Et cette passerelle, c'est un concours interne qui permet de recruter dans l'administration des gens qui, jusqu'ici, avaient uniquement des contrats d'agent temporaire ou contractuel. Ces 10 ans, c'est une validation d'acquis, en fait. C'est très compliqué parce que ça politise beaucoup l'administration du Parlement européen. Donc, les représentants du personnel du Parlement européen sont pas extraordinairement favorables à ça, mais ils n'ont pas énormément le choix non plus parce que c'est les groupes politiques qui décident de ça. Et puis, bon, il y a aussi une certaine politisation de l'administration antérieure à ça. Et donc, ils n'ont pas énormément de choses à y opposer, mais ils contrôlent pour faire en sorte que ça soit pas uniquement du copinage et du passe-droit. Et de ce côté-là, ils sont plutôt vigilants. Ça, ce sont les fonctionnaires. Quand ils sont fonctionnaires, voilà. Ils ont l'emploi à vie avec les avantages qui vont avec, etc., etc. Il y a un statut donc à l'autre bout qui sont les contractuels, qui sont embauchés pour un maximum de 6 ans. Et puis il y a entre les deux ce qu'on appelle les agents temporaires au Parlement européen, qui en fait sont des gens qui, comme moi par exemple, ont été embauchés avec une procédure externe dans laquelle il y a des représentants du personnel du Parlement européen, mais ils ont été embauchés sur des grades et des statuts en fait du Parlement européen. Et donc on est assimilé aux fonctionnaires, mais on n'a pas de vie professionnelle en dehors du groupe qui nous a embauchés. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui s'est passé. À un moment, j'ai quitté le groupe des Verts. C'était un divorce de consentement mutuel. Hein. J'ai quitté le groupe des Verts. Eh bien, je n'avais plus d'existence politique dans l'administration. Donc, on ne m'a pas réembauché. Alors que si, par exemple, j'avais été fonctionnaire, l'administration était obligée de me reprendre. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que le statut est à la fois très intéressant, mais il a quand même une limitation dans le temps. Alors, on le sait, le Parlement européen est une grosse machine, comme beaucoup d'institutions également. Est-ce que, en tant que conseiller politique, vous pouviez un peu mesurer votre poids, votre influence au sein justement de cette machine décisionnelle importante, et on pense notamment à tous les internationaux qui gravitent au sein du Parlement européen et qui en font sa beauté. Comment vous mesuriez un petit peu le poids de vos actions au sein de cette grosse machine en tant que conseiller politique ?
Bah, il y a des ça dépend en fait. Quand on gagne un vote, c'est évident qu'on s'aperçoit de la, de l'influence qu'on a eue. Mais est-ce que c'est le conseiller qui a gagné le vote? Est-ce que c'est le député? Est-ce que c'est la société civile qu'on a mobilisée pour faire pression sur les partenaires et les adversaires? C'est impossible à dire avec certitude. Quand on a gagné le vote sur l'ACTA en 2012, c'était pas les conseillers ou c'était pas les députés qui avaient gagné, c'était le fait qu'il y avait une mobilisation de la société civile absolument sans précédent sur ces sujets-là, qui fait qu'une partie de nos adversaires s'est rangée à nos arguments. Voilà, donc c'est très très difficile. Donc, mais c'est très concret. On gagne un vote, ben on sait qu'on a été influençable. Pardon, on a gagné l'influence. Ensuite, comment on mesure l'influence d'une idée? Et puis, comment est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est parce qu'on a fait une note? Est-ce que c'est parce qu'on a discuté dans le couloir ou autour d'un café avec tel ou tel député? Est-ce que c'est parce que on leur a recommandé tel article ou qu'on a écrit d'ailleurs tel article que le député ou la députée a changé d'avis ou a trouvé les arguments qui lui manquaient? C'est évidemment, tout cela est très 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 flou, c'est très très difficile. Il y a très très peu de victoires individuelles, il y en a même quasiment pour ainsi dire pas. Il n'y a que des victoires collectives, il n'y a que des échecs collectifs aussi. Même quand on a fait une bêtise individualisée, on ne peut pas vraiment dire qu'elle était uniquement individualisée, sauf malveillance, etc. Enfin, je ne rentre pas dans ces détails. Bref, il y a très très peu de victoires collectives, et c'est surtout la force de l'organisation, la force de la cohérence entre l'action à tous les niveaux, que ce soit au niveau des conseillers, au niveau des députés, au niveau des groupes, et évidemment au niveau des mobilisations extérieures. D'accord. Et vous parliez un petit peu avant qu'on lance l'enregistrement, vous nous disiez que vous aviez un petit peu travaillé à la Commission européenne exactement, même si c'était de la France et non pas de Bruxelles cette fois-ci. Quelle différence notable il y avait entre la manière de fonctionner de la Commission et du Parlement, vous qui avez un peu côtoyé les deux institutions? Est-ce que c'était une ambiance différente? Alors oui, c'est des ambiances qui n'ont quasiment rien à voir. Encore que moi, j'étais dans la partie politique du Parlement européen. Si on est dans la partie administrative, peut-être que l'expérience est différente. Bon, moi, j'ai travaillé 8 mois à la Commission européenne dans sa représentation à Paris en 2008, au moment de la présidence française de l'Union européenne. Voilà, donc c'était la dernière présidence. J'y étais donc un renfort de l'unité politique, et j'y faisais de l'analyse politique pour la commission. Donc en fait c'était assez stimulant, parce qu'en fait j'étais censé expliquer la vie politique française à des non-français et parfois même à des non-francophones, et c'était passionnant. Quelles sont les différences que j'ai pu noter? Parce qu'évidemment c'est juste une perspective et une influence et une réflexion personnelle. J'ai remarqué que la notion de carrière est beaucoup plus importante dans l'administration de la Commission européenne que ce que j'ai noté moi chez les Verts bien sûr, mais au Parlement en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de carriéristes au Parlement ou dans la politique, hein, ça serait complètement idiot de le dire, mais c'est pas vécu de la même façon. La carrière, le carriérisme, on va dire, en politique se mesure plus à la prise d'initiative et à l'audace. Dans une administration un peu cadenassée et en tout cas très hiérarchisée comme celle de la Commission européenne, eh bien, il se mesure plutôt à la prudence. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même ambiance comme vous le voyez. Et il est clair que moi, qui ai une parole très politique, avec une perspective assez politique sur les choses, même si j'étais pas nécessairement en désaccord, mais quand j'étais à la commission, j'étais obligé de brider mon langage, de brider aussi même mes remarques, parce que il fallait s'adresser absolument à tout le monde. Et donc c'était parfois un peu, pas frustrant, mais un peu plus, ça demandait un effort supplémentaire. Voilà. Maintenant, les contraintes sont différentes et les perspectives sont différentes. Donc ça n'a rien de, c'est pas que c'est mieux ou c'est moins bien, c'est vraiment une question de tempérament. D'accord. Et en parlant de mieux et moins bien, une dernière question. En fait, on le disait donc au tout début de ce podcast, vous n'êtes aujourd'hui plus conseiller politique au Parlement européen, mais après 9 ans dans cette institution, quels sont, alors on va débuter par le négatif,
quels sont les mauvais côtés de ce travail et ensuite quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez en soi. Donc voilà, les meilleures et pires expériences que vous avez eues au Parlement ou en tout cas ce qui vous a plus marqué négativement et positivement. Je vais pas illustrer, je vais dire simplement une chose très simple. Quand on est conseiller politique, on est politique. On peut être le meilleur expert du monde, à un moment ou à un autre, on se retrouve avec des gens qui sont des élus. Et les gens qui sont des élus, c'est les représentants du peuple, que ce soit les représentants du peuple français ou du peuple européen qui parlent français, c'est toujours les représentants du peuple. Et donc, c'est eux qui, au bout du compte, tiennent la plume et endossent la responsabilité politique des choix qu'on leur propose et dont on leur propose des options. Donc, il y a évidemment à la fois des choses formidables et des choses moins formidables. La chose moins formidable, c'est peut-être la frustration qu'on peut avoir parfois à pas arriver à faire passer tel message, à pas arriver à faire comprendre que, en fait, c'est comme ça qu'on verrait les choses, parce qu'on n'est pas soi-même en responsabilité. Et donc ça, c'est pas ni pire ni moins bien, c'est juste que c'est l'une des contraintes très importantes du travail. Et parfois, on a des conseillers qui se prennent pour les députés, et ça se passe pas très bien, ou alors ça se passe très très bien parce que le député est très content de se cacher derrière, mais c'est une forme, disons, d'usurpation démocratique. Voilà. Donc ça, c'est ni bien ni moins bien, mais c'est très important de l'avoir en tête. Et puis là aussi, c'est ni bien ni moins bien, mais ça fait partie du jeu et c'est pas toujours facile. Eh bien, les députés sont la politique, en fait, c'est fait de choses magnifiques et de choses un peu moins magnifiques. La politique, c'est une activité très humaine, trop humaine, et donc on y voit à la fois des magnifiques, formidables choses de générosité, d'entraide, d'enthousiasme pour faire changer les choses, et puis parfois des petits coups bas, des mesquineries, des choses pas très recommandables, et qui sont aussi le lot de la politique. Et ça, quand on est conseiller politique, on le voit, on le vit, parfois même on y participe, je veux dire aussi bien aux grandes victoires qu'aux petites mesquineries, ça marche dans les deux sens, et on va dire que quand c'est les choses positives, c'est formidable, puis quand c'est les choses négatives, ça l'est un petit peu moins. Donc ça serait ça. Le métier de conseiller politique, c'est un métier politique à part entière, et la politique, c'est à la fois très stimulant et très excitant, mais c'est pas tous les jours très rose. Nous arrivons au terme de ce premier épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu. Merci beaucoup, Edouard, d'avoir participé à cette première. Merci également à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cette première. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne de podcast sur les différentes plateformes. Nous vous donnons rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel entretien. À bientôt.